Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 91 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons voir ensemble comment concrètement mettre en place un modèle VAR, le modèle vectoriel auto-régressif sous Python. Dans la vidéo du jour 90, on a vu les aspects théoriques liés à ce modèle et on a vu que le modèle VAR, en fait, c'est ce modèle mathématique qui vous permettait d'analyser les associations, de mettre en place un modèle pour pouvoir prédire plusieurs variables temporelles simultanément. Par exemple, je vais prédire le PIB et je connais le chômage, je connais l'inflation, je connais la production. Toutes ces informations peuvent me permettre de mettre en place un modèle VAR multivarié pour pouvoir prédire le PIB en utilisant d'autres variables. Donc, le modèle VAR, c'est un modèle qui vous permet de prédire des séries temporelles, c'est-à-dire des données qui sont observées dans le temps régulier en utilisant d'autres variables. Et dans cette vidéo, on verra ensemble concrètement comment mettre en place un modèle VAR parce que c'est très utilisé en pratique en Python. Et je vous rappelle les étapes pour pouvoir mettre en place un modèle VAR. Il y a 6 étapes clés. Franchement, il faut toujours connaître les étapes. En machine learning en général, vraiment, suivez les étapes que je mets dans cette vidéo parce que ça vous permet d'avoir le bon processus pour pouvoir développer vos modèles. Donc, dans le modèle Arriva, vous avez 6 étapes clés. Première étape, toujours, c'est commun à toutes les approches. Je commence par comprendre c'est quoi la problématique, comprendre le domaine. En gros, discuter avec des économistes. Si par exemple j'analyse des variables macroéconomiques, par exemple en banque, quand je travaille sur les modèles IFRS 9, il faut discuter avec les économistes parce que c'est eux qui maîtrisent à peu près les variables macroéconomiques. Donc première étape, je comprends le contexte, je comprends les variables, je choisis ma période, etc. Une fois que c'est fait, je passe à la deuxième étape essentielle. Dans cette étape-là, ce qui se passe, c'est que je vais analyser à peu près la série. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a un cycle? Est-ce que la série est stationnaire? Donc, je regarde ça sur le plan graphique. Et pour ça, je fais juste l'évolution de la série dans le temps. Ça me donne déjà des indicateurs là-dessus. Je peux également mettre en place l'ACF et le PACF pour pouvoir voir déjà sur le plan visuel, est-ce que ma série est stationnaire? Généralement, si vous observez que sur le plan visuel, il y a une décroissance lente progressive sur l'ACF, c'est déjà un indicateur que votre série n'est pas stationnaire. Donc, c'est déjà très bien sur le plan descriptif. On analyse l'évolution, l'ACF, PACF. Ensuite, troisième étape clé dans le processus, il faut tester la stationnarité. On a fait l'analyse visuelle pour tester la stationnarité. Maintenant, on confirme cela avec des tests APSS, Philippe Seron, ADF, Augmented Decay-Fuller. C'est le test le plus utilisé. Une fois que j'ai mis en place le test, je passe à la quatrième étape qui est de corriger le problème de stationnarité parce que le modèle VAR qu'on va construire, qui est multivarié, repose sur l'hypothèse fondamentale de stationnarité des différentes variables. Je rends la série stationnaire en différenciant, en enlevant la tendance, en faisant une transformation logarithmique. Bref, je mets en place plusieurs transformations pour pouvoir rendre ma série stationnaire. Et ensuite, je mets toujours en place, bien sûr, des tests de stationnarité et les analyses graphiques pour voir si c'est validé. Lorsque j'ai fini cette quatrième étape, la cinquième étape, ce sera de choisir l'ordre de P optimal. Ça, c'est important. On me parle de VAR P. En gros, P représente le nombre de retards à introduire dans mon système d'équation. Si, par exemple, je veux analyser la relation entre l'inflation et le chômage, je peux décider que l'inflation est égale à inflation à la date T-1 plus chômage à la date T-1. Donc, mon P égale à 1. Identifier le P qui correspond au nombre de retards que je vais introduire dans mon modèle. C'est super important. Pour ça, je vais mettre en place plusieurs modèles avec plusieurs P différents et choisir le modèle qui va minimiser les critères d'information. AIC, BIC, Agnan Queen, voilà les critères les plus utilisés. Je choisis celui qui va minimiser ces critères d'information. Et une fois que j'ai fait ça, sixième étape, j'estime mon modèle. Lorsque j'estime mon modèle, il y a une étape bonus qui est capitale essentielle. Donc, il y a même cette étape, c'est de valider ce modèle. On vérifie la blancheur des résidus. Est-ce que c'est non autocorrélé? Est-ce que c'est homoscédastique? Est-ce que c'est normalement distribué? Voilà les 3 questions auxquelles il faut répondre. Et lorsqu'on a fini, on fait des prédictions. Donc je reprends, il y a 8 étapes essentielles dans un modèle VAR. On commence par comprendre le contexte. Ensuite, on décrit les données, évolution de la série, ACF, PACF. Ensuite, je teste la stationnarité avec Augmented Decay-Fuller, APSS, Philippe Perron. Puis, je corrige le problème de non-stationnarité s'il y en a, avec la différenciation, la tendance et aussi transformation logarithmique. Ensuite, je choisis mon P optimal en choisissant la valeur de P qui va minimiser les critères d'information. Anand Queen, choix criterion, BIC, etc. Une fois que c'est fait, j'estime mon modèle. Une fois que le modèle est estimé, attention, je vérifie la blancheur de mes résidus.
non autocollé, homosédatique, normalement distribué. Et enfin, je peux maintenant mettre en place mes prédictions. Donc voilà, c'était important pour moi de rappeler ces étapes parce que c'est très capital de toujours les avoir en tête pour chaque modèle que vous allez estimer. Ayez toujours à l'avance ces différentes étapes que vous essayez de suivre. Après, ça va devenir bien sûr automatique, mais au début, suivez toujours les différentes étapes de modélisation. Maintenant que j'ai dit cela, on peut passer à mon notebook pour voir ensemble comment concrètement on met en pratique toutes ces étapes en Python. Je vous laisse avec mon notebook et on se retrouve juste à la fin. Pour mettre en place un modèle VAR sous Python, nous allons travailler avec une base de données populaire disponible en ligne sur Google Trend. En fait, c'est la base de données iStream versus Heater. Vous avez dans cette base de données deux variables principales, l'évolution de la consommation de crème glacée et l'évolution de l'utilisation du chauffage. Voilà les deux variables. En fait, on va essayer de mettre en place un modèle VAR qui peut pouvoir prédire l'évolution de la consommation de crème glacée, tout simplement. Et pour ça, ici, je vous ai rappelé les 8 étapes dont je vous ai parlé qui permettent en fait de mettre en place un modèle VAR. N'hésitez pas à revoir le notebook qui est en description. On commence toujours, bien évidemment, par importer les packages, c'est la base. On travaille pour... À chaque fois qu'on fait des stats en général, c'est le package stat models, le package le plus approprié. Ensuite, on importe la base de données et à chaque fois qu'on importe la base de données, comme d'habitude, il faut toujours voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez, on a deux variables HIT qui est l'évolution de l'utilisation du chauffage et iStream qui est la consommation de crème glacée. Ici, vous avez l'évolution entre 2004 et 2020. L'idée, ce sera de mettre en place un modèle On commence toujours par comprendre quelles sont les caractéristiques des différentes variables dans la base de données. On voit bien qu'on a 3 variables. On a month aussi qui vous donne à peu près l'année et le mois d'observation. Heater, ici c'est un integer et iStream c'est un integer. En général, lorsqu'on travaille avec des séries temporelles, il faut que la variable qui vous donne la date soit de type datetime. C'est pour ça qu'ici, je vais transformer en fait ce month en datetime tout simplement. J'ai transformé et j'exécute ici. OK. Lorsque j'ai transformé, si je réexécute ce code, vous allez vous rendre compte que ici maintenant, le mois devient en fait datetime parce qu'on a ajouté le jour. Maintenant, nous allons faire en sorte que ce month devienne l'index de la table. C'est ce qu'on a fait également dans la vidéo sur Arima. Donc maintenant, on a month qui est l'index. On a uniquement 2 variables finalement. Donc première étape, j'importe ma base de données. Je comprends à peu près c'est quoi la structure. Est-ce qu'il y a des variables à transformer? Ici, oui, on devait transformer month en datetime. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 2 que j'ai mentionnée ici. Compréhension des données, préparation des données On va préparer la donnée. Pour préparer la donnée ici, on va faire un graphique d'évolution des différentes variables. Vous connaissez déjà Matplotlib pour faire les graphiques. En termes de graphique, on a les 2 variables. Déjà, sur le plan visuel, on se rend compte que la consommation de crème glacée ne fait qu'augmenter dans le temps. On voit déjà qu'il y a une certaine tendance qui pousse à la hausse. En général, dans la tendance est à la hausse. Bien sûr, les fluctuations, on a également la variance qui augmente plutôt. Donc, ça nous laisse déjà croire que cette série ne sera pas stationnaire, Ensuite, ici, ça c'est la deuxième variable qui est l'utilisation du chauffage. Pareil, on observe toujours cette tendance à la hausse. Donc, avec le temps, on a plutôt quelque chose qui évolue vers le haut. Ça montre qu'il n'y a toujours pas de stationnarité. Donc, première analyse visuelle, c'est ça. Après, j'analyse les 2 variables de façon conjointe pour voir si est-ce qu'une augmentation de la consommation de la crème glacée entraîne une augmentation de l'utilisation du chauffage. On va voir que les deux évoluent à peu près dans le même sens. On va dire ça, peut-être sauf ici. Ensuite, on va analyser effectivement la stationnarité. Là, je vous ai mis en fait les ensembles de tests de stationnarité qui sont souvent utilisés. Test de Dickey-Floor augmenté. Dans le cadre de ce challenge, je ne vous ai pas parlé en fait de la procédure du test de Dickey-Floor augmenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo développée là-dessus parce que c'est très important. Il y a des étapes bien détaillées pour pouvoir faire un test de Dickey-Floor augmenté. C'est pas seulement je regarde la p-valeur. Il y a des étapes, c'est séquencé. Il faut toujours les suivre, les différentes étapes. Donc, vous avez bien là l'ensemble des tests en fait utilisés pour la stationnarité. Dickey-Floor, test de KPSS et Philippe Perron également. N'hésitez pas à revoir le notebook pour avoir le détail. Donc, on va lancer le test sur les 2 variables. Ici, vous avez le résultat. On va faire uniquement Dickey-Floor augmenté parce que c'est le test le plus populaire. On se rend compte que la p-valeur est égale à 0,99 pour la variable Heater. Ça veut dire que on accepte l'hypothèse nulle. Et en général, l'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est présence d'une racine unitaire. En général, lorsqu'il y a présence d'une racine unitaire, on ne peut pas accepter le fait que la série est stationnaire. Donc, cette série n'est pas stationnaire. Pareil, si je prends iStream ici,
Vous voyez P valeur 0,92 qui est supérieur à 0,05. Il y a présence de racines unitaires dont le test de Dickey-Fleur nous montre que ces deux séries ne sont pas stationnaires. Vous pouvez également mettre en place l'ACF, PACF pour pouvoir confirmer cette île. Si on regarde par exemple ici cette série, vous voyez qu'il y a quand même un peu des variations sur l'ACF. Un signe de non-stationnarité aussi. Donc voilà, maintenant qu'on a vu que la série n'est pas stationnaire sur le plan graphique, sur le plan des tests, on va transformer la série. Et naturellement, la transformation la plus simple, c'est toujours la différenciation. Donc, la première valeur différenciée que vous voyez ici, par exemple ici, c'est tout simplement cette valeur qui est là, 18 moins 27. Et deuxième, le 2, c'est 15 moins 13. Ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on fait valeur actuelle moins valeur précédente pour pouvoir avoir la série différenciée. Et lorsqu'on a différencié, on fait encore l'analyse graphique pour voir comment est-ce qu'évoluent les deux graphiques. Bon, là, on a déjà quelque chose qui est plutôt stable. Vous voyez, en moyenne, on évolue plus ou moins de façon stable. Bien sûr qu'ici, il y a cette fluctuation, mais dans l'ensemble, on a plutôt une évolution qui est stable en termes de moyenne. Donc, comme ça, j'aurais tendance à dire que ces séries sont plutôt stationnaires. Je vais confirmer cela avec l'ACF et PACF. Là, je vais crasser ça ici. Donc, plutôt le test, pardon. Il y a l'ACF et PACF. Quand je regarde cet ACF ici, c'est comme s'il y a une saisonnalité sur la série. En théorie, il faudrait essayer de travailler pour comprendre à peu près l'origine de cela. Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est un phénomène qu'il faut extraire? Donc, n'hésitez pas à mettre en place des analyses plus approfondies pour comprendre s'il y a saisonnalité ou pas. Mais globalement, on va considérer que la série n'est pas stationnée, parce que la p-valeur du test de Dickey-Fleur augmenté est bien sûr très faible. Dans les deux cas, ça montre qu'il n'y a pas de racine unitaire, donc on peut valider la stationnarité. Mais je mets bien ici un exemple de fait qu'il y a une certaine saisonnalité sur la CF. Peut-être il faut essayer d'extraire les variations saisonnières. Peut-être on le voit même déjà ici en fait. Mais bon, on va considérer qu'il n'y a pas de saisonnalité pour le cas de cette vidéo, mais n'hésitez pas à investiguer davantage. Même pareil ici, sur les deux séries en fait, c'est à peu près les deux mouvements que j'observe. Mais bon, on va continuer comme ça. Une fois qu'on a différencié la série et qu'on l'a rendue stationnaire, prochaine étape, dans les modèles de série temporelle, on doit toujours avoir deux bases de données, la base d'apprentissage et la base de test. Et en général, la base de test, c'est une base hors temps. Ça, c'est capital que vous l'ayez à l'esprit. Donc ici, j'ai fait en sorte que la base d'apprentissage représente 90% de mon jeu de données. 90% bien sûr en prenant en compte la temporalité. Donc la base de test est une base hors temps, mais bien sûr la base d'apprentissage représente 90% de la base de données. J'exécute ceci, ce qui nous permet déjà d'avoir le découpage. Vous voyez, dans la base d'apprentissage, il y a 177 observations et dans la base de test, il y en a 20. On a analysé la stationnarité, on a corrigé le problème de stationnarité, on a fait la division screen test. Maintenant, on passe à l'étape suivante qui est de choisir le P optimal à mettre dans le modèle. En général, ici, je vous ai mis les critères d'information qui sont souvent utilisés pour choisir le P optimal. L'idée, ce sera de mettre en place plusieurs modèles VAR et de choisir le modèle qui va minimiser les critères d'information. Pour ça, ici, bon, vous avez Archaic Criterion, vous avez Bayesian Information, BIC, le FPE et Anand Queen, voilà les critères qui sont souvent utilisés. Pour mettre en place le modèle VAR, on commence d'abord par la VAR DFTrain, qui est la base d'apprentissage avec les deux variables en colonne. Ensuite, Order Selection, c'est pour pouvoir choisir le P optimal. Vous avez model.selectOrder. Max lag, en fait, c'est 12. Ce que j'ai oublié de vous dire tout de suite, c'est qu'en général, lorsqu'on investigue justement, lorsqu'on a différencié la série, il faut déjà avoir une idée de son P max, c'est-à-dire la valeur de P maximal. Et pour ça, vous regardez la PACF, par exemple, vous regardez le dernier P qui ressort et ce sera ça, le P maximum. Donc, on va tester toutes les valeurs de P jusqu'au P maximum. Regardez par exemple ici. Si je regarde ce PACF là, je vois qu'il y a un P max qui n'est pas ici, donc c'est autour de 12 en fait. Ici, il y a ici, mais ça fait déjà quand même beaucoup. Vous ne pouvez pas faire un modèle avec plus de 12. Là, quand même, ce n'est pas interprétable. Pareil, ici, si je regarde sur la série iStream, vous voyez que le P max qui ressort ici, on est autour de 12, 13. Donc, on va prendre ici, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis comme maximum, max lax égale à 12. C'est la valeur de P maximal à prendre en compte dans mon analyse. Et pour ça, j'exécute pour pouvoir voir tous les résultats avec tous les P qui ont été testés. Vous voyez, pour chaque valeur de P, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 12, j'ai les valeurs des différents critères d'information. Et le étoile vous montre à peu près quel est le P optimal. On voit bien qu'avec le AIC, ici, le P optimal, il est autour de 12. Avec FPE, il est autour de 12 aussi. Anand Queen, il est autour de 12. Mais par contre, BIC vous dit, le P optimal, il est autour de 9. Dans la pratique, il faut souvent mettre en place plusieurs critères d'information parce que comme vous le voyez ici,
on peut avoir des contradictions et en général, on prend le vote majoritaire. Mais ici, moi, je ne vais pas suivre la majorité parce que je trouve quand même que 12 lag, c'est un peu trop. Peut-être c'est à cause de la saisonnalité qu'on n'a pas corrigée, mais 12, ça fait beaucoup. Donc, je vais plus me fier à mon intuition, entre guillemets. Je vais faire un VAR 4 parce que même 9 aussi, je trouve que c'est beaucoup. Donc, 9 proposé par le BIC ici. En général, dans la pratique, on a plus confiance au BIC parce qu'il pénalise déjà un peu le modèle par ses paramètres, alors que là, ici, ne fait pas, ça augmente mécaniquement. Donc, on va rester ici avec le PIC 9, mais je vais prendre 4 juste pour l'exercice. Ici, vous pouvez voir les valeurs idéales pour chaque critère, 12, 9, 12, 12, comme je le disais avec l'étoile ici. On va choisir 4 et pour ça, on recommence encore. Modèle va, DF-train. On fait un modèle point fit cette fois-ci parce qu'on veut entraîner le modèle sur le nombre de lags qu'on a choisi. Ici, c'est 4. Et ensuite, je fais un summary pour voir à peu près quels sont les résultats du modèle. J'exécute ceci. OK, vous avez tous les résultats là. Ce qui est important à regarder, c'est déjà ce tableau-ci. Vous voyez, les différents p-valeurs, vous voyez si le retard que vous avez introduit est significatif ou pas. Donc, une fois que c'est fait, ici, c'est la corrélation entre les résidus des deux modèles. L'une des hypothèses du modèle VAR, c'est que les résidus des deux modèles ne doivent pas être reliés. Attention, étant donné qu'on a 2 variables dans le modèle VAR, on aura 2 équations. Si vous aviez 3 variables, vous aurez 3 équations à analyser. Si vous avez 4 équations, 5 équations. Donc, plus le nombre de variables augmente, plus le nombre d'équations estimées d'un modèle VAR augmente. Par exemple, ici, on a une première équation que j'ai analysée ici sur ITER. Vous voyez, ça c'est la première équation. Sur la série différenciée, parce qu'on a d'abord différencié la série, on fait le modèle sur la série qui est différenciée, qui est stationnaire. Donc ici, c'est le modèle différencié sur ITER. Deuxième équation, c'est ceci. Modèle différencié sur iStream diff. Donc, retenez bien que dans le modèle VAR, à chaque fois qu'on a des variables, il va nous faire une équation par variable, estimer chaque équation et pouvoir extraire les résultats et qu'il faut analyser. On analyse cette colonne, on peut également analyser les coefficients qui sont ici. Mais dans le modèle VAR, attention, il ne faut pas de corrélation entre les deux modèles. En gros, ce modèle et ce modèle, c'est ce qui est ici. Les résidus doivent être très corrélés. Par exemple, si on voit que les résidus, c'est autour de moins 0,22, je considère que la corrélation n'est pas très importante. On a fait nos modèles, maintenant il faut valider la blancheur des résidus. Comme je le répète depuis 2 jours déjà sur cette chaîne, blancheur de résidus non autocorrélés, homocytatique et normalement distribué. Et pour ça, on récupère les résidus. Cette fois-ci, ce sera un vecteur parce qu'avant, on avait une seule variable, mais là, ce sera un vecteur, un tableau par exemple, avec les 2 résidus des 2 modèles. Une fois qu'on a fait cela, on va analyser à peu près l'ACF et PACF. En général, sur les résidus, le plus important, c'est de voir l'ACPF, PACF et voir si vous n'avez pas de retard qui ressort. Là, moi, je pense que ces résidus ne sont pas des bruits blancs parce que vous voyez ici, sur l'ACF, vous voyez qu'il y a des retards qui ressortent beaucoup quand même. Et ici, pareil. Moi, je pense que ces résidus ne sont pas des bruits blancs. Peut-être c'est à cause du problème de saisonnalité qu'on n'a pas corrigé plus haut. Donc, n'hésitez pas de votre côté à voir comment corriger cela. Vous avez également les tests de Jack Behar pour la normalité et aussi le test de Jumbox pour pouvoir analyser l'autocorrélation. Et le test de Jumbox, on va faire ça pour plusieurs ordres de corrélation de 0 à 12 par exemple. Parce que ça analyse la corrélation entre un résidu à la date T, T-1, résidu T, T-2, etc. jusqu'à T-12. Je vous montre ça pour que ce soit un peu plus compréhensible pour vous. Donc là, c'est le test de Jack Behar. On voit bien qu'on rejette l'hypothèse nulle. La série n'est pas normalement distribuée. Ici, j'ai mis en place le test de Jumbox. Vous allez voir, pour chaque retard de 0 à 12, j'ai le lag, j'ai la p-valeur qui est la corrélation entre la valeur T et le lag en question. En général, il faut que toutes les valeurs soient supérieures à 0,05 pour qu'on parle de non-autocorrélation. Ici, c'est pas le cas. Et ça se voit même déjà sur ces ACF. On voit bien que ces séries ne sont pas forcément des bruits blancs. Donc, n'hésitez pas à quand même faire les tests. On va quand même considérer que c'est notre modèle. Donc, si je résume bien, voilà pour résumer à peu près ce qu'on a vu jusqu'ici. Dans les modèles VAR, on a autant d'équations que de variables. Et en général, dans la pratique, n'hésitez pas à vous concentrer sur une équation qui vous intéresse plus, en fait. Par exemple, j'ai fait un modèle pour pouvoir faire iStream et ITER. Peut-être le modèle qui m'intéresse, moi, c'est uniquement le modèle iStream. Donc, dans ce cas, j'investigue davantage la partie iStream et je mets de côté ITER. Mais bon, même comme c'est bien de tout analyser, quoi. Donc, voilà, on regarde la blancheur des résidus, test de porte-manteau, Jumbox, test de normalité, Jack Behar. On fait l'autocorrélogramme. Ça vous donne déjà une bonne indication sur la blancheur des résidus. Donc, une fois que c'est fait, on valide le modèle. Vous avez validé le modèle. Maintenant, on peut faire des prédictions. Et en termes de prédictions, ici, on fait sur la barre d'apprentissage et la base de test. Vous avez ici Result Fitted Value. Ça vous donne les valeurs prédites sur la base d'apprentissage. Et pour faire sur la base de test, vous avez Forecast. Vous mettez la base d'apprentissage et vous mettez le nombre de pas au-delà desquels vous souhaitez faire des prédictions. J'exécute ceci, comme ça, vous voyez les résultats. On met en place un graphique qui permet de voir les valeurs prédites et les valeurs réelles sur les 2 variables. Ça, c'est prédite par rapport
iStream, vous voyez, mes valeurs prédites ici sont en vert sur la base de test et sur la base d'apprentissage, c'est ceci. Donc, sur la base de test, vous voyez bien que on suit quand même la tendance, même s'il y a par exemple, ce pic-ci qu'on n'arrive pas à bien capter. Peut-être c'est lié justement à cette saisonnalité dont je parlais. N'hésitez pas à refaire cette série en voyant comment corriger la saisonnalité. Il y a pas mal de ressources en ligne pour ça. On peut faire la même chose pour Ether ici. Vous voyez, pareil, en fait, ce pic-ci, on arrive bien à bien capter ceci. Jusqu'ici, c'est bon, mais par contre, ce grand pic, on n'a pas réussi à bien le capter. Donc voilà. Voilà comment est-ce qu'on met en place un modèle VAR sous Python. Retenez bien les différentes étapes. On en a 8. Faites attention à la saisonnalité, à la stationnarité. Attention au choix de P. On a plusieurs équations. C'est important de l'avoir à l'esprit. Lorsqu'on fait le modèle VAR, vous aurez autant d'équations que de variables. On analyse la blancheur des résidus avec l'ACF. Pas de blas à l'extérieur. Test de Jumbox pour pouvoir voir si la p-valeur d'un seul retard est supérieure à 0,05. Vous avez non autocorrélation. Donc, n'hésitez pas à revoir. Bien sûr, il ne faut pas non plus aller au retard de 24. C'est pas pertinent. En général, moi, je prends de 0 à 12. Comme j'ai montré dans le tableau qui est juste ici. Ah, c'est où le tableau? Comme j'ai montré le tableau qui est juste ici, enfin, je l'ai retrouvé. Voilà, c'est ça. Donc, comme c'est dans ce tableau, vous voyez, il y a plusieurs parties de 0 à 12. Au-delà, je pense quand même que ça fait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vérifier quand même que l'autocorrélation jusqu'à 12 est bien validée. Normalité, normalité, on peut toujours prendre le critère de la loi des grands nombres pour pouvoir valider ça. L'hypothèse la plus importante dans les séries temporelles en général, c'est la non-autocorrélation. Parce qu'on peut très vite avoir l'autocorrélation parce qu'on travaille sur des données qui évoluent dans le temps. Donc, n'hésitez pas à toujours bien vérifier cette hypothèse. Je ne sais pas encore mettre l'accent sur quoi. J'insiste encore. On a plusieurs équations. Bien regarder chaque équation, les coefficients de chaque équation. Bien regarder le choix du P maximum. Pour ça, pour choisir le P maximum, on doit regarder ACF, PACF. Le P max, vous voyez le retard qui ressort le plus bas. Et vous choisissez ça comme P max. On teste plusieurs modèles de 0 à P max. Et on choisit le modèle qui va minimiser les critères d'information. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Comme d'habitude les amis, n'hésitez vraiment pas à tester de votre côté. C'est bien vous suivez le constat, ça montre que vous voulez progresser en data science. Mais c'est encore mieux si à chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, vous allez tester de votre côté. Parce que c'est comme ça pour moi que vous allez progresser. Moi je souhaite que vous profitez au maximum de ce challenge. Et profiter au maximum, c'est tester également tous les algorithmes qu'on a déjà vus. On a déjà vu pas mal d'algorithmes. Arima, Boosting, Bagging, Random Forest, Linéaire, Logistique, K-Means. Bref, on a vu tellement de choses, les amis. N'hésitez pas à tester de votre côté parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Donc, j'ai fait un post LinkedIn récemment où je partageais avec vous où est-ce que vous pouvez trouver des données. Donc, la donnée, ce n'est plus une excuse. Vous avez les données disponibles gratuitement en ligne. Vous avez des vidéos disponibles gratuitement en ligne. Et il n'y a plus d'excuses. Allez vous entraîner pour pouvoir monter en compétences en data science. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, une question, si vous avez bien suivi la vidéo, selon vous, comment est-ce qu'on choisit l'ordre P dans le modèle VAR? Expliquez-moi en commentaire comment choisir l'ordre P. J'en ai parlé dès le départ. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez retenu. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que c'est comme ça que YouTube met en avant cette vidéo. Donc, likez, commentez, partagez. Et si vous souhaitez vous mettre à jour sur les 91 vidéos qu'on a déjà réalisées, franchement, c'est fou, 91 vidéos. N'hésitez pas à voir la playlist qui s'affiche juste à l'écran. En attendant la suite de ce challenge, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo. Bye.